Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de VR Finance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de votre projet immobilier. Vous avez peut-être la volonté d'acheter une maison, un appartement. Vous êtes peut-être déjà même en train de faire des visites, ça se trouve. Ou alors vous êtes sur les sites internet comme Se Loger, Le Bon Coin ou le PAP et vous recherchez la maison ou l'appartement de vos rêves. Mais est-ce que vous avez pensé à vérifier si votre dossier pouvait être accepté dans les banques? Parce que c'est bien beau de chercher un appartement, une maison, mais si au final la banque vous dit qu'elle ne peut pas vous prêter, vous aurez perdu beaucoup de temps, mais surtout vous allez perdre beaucoup d'énergie. Et donc, pour éviter une grande déception avec un banquier qui vient vous dire que votre dossier finalement ne passe pas, en fait, je vais vous donner 5 points particuliers qu'il faut vérifier pour pouvoir être sûr à tous les coups d'avoir votre crédit immobilier. Alors le premier point, le plus important, c'est la stabilité de vos revenus. Alors l'idéal, clairement, c'est d'être salarié en CDI et sans période d'essai. On va dire que c'est le Graal et le plus simple dans les banques. Si vous avez un statut de salarié mais en CDD, il faut savoir que ça va être beaucoup plus compliqué, surtout si vous êtes dans le privé. Et à ce moment-là, il faudra vraiment défendre votre dossier avec un choix de vie et puis un recul d'activité depuis très longtemps. Mais très souvent, malheureusement, l'employeur ne peut pas reconduire le CDD de trop nombreuses fois, ce qui fait que les banques ont beaucoup de mal à prendre en compte ce type de revenus pour les personnes en CDD dans le privé. En revanche, si vous êtes dans la fonction publique contractuelle, ça peut tout à fait être possible d'obtenir son prêt et il existe aussi des garanties spécifiques pour cela pour les fonctionnaires auprès des banques. Le dernier point que je voulais aborder, c'est également les intermittents du spectacle qui sont évidemment un statut un peu particulier avec une partie en revenu assédique, une partie en revenu du travail et puis de congé du spectacle. Là, il faut vraiment que vous ayez un recul d'au moins 3 ans et les banques vont faire une moyenne par rapport à ces 3 dernières années de déclaration de vos revenus. Enfin, pour les chefs d'entreprise ou les professions indépendantes ou professions libérales, ça va être pareil, il faut vraiment une activité qui tourne bien avec des revenus qui soient, on va dire, en progression ou au moins stables et on va également faire une moyenne sur les 2 à 3 dernières années. Alors le deuxième point à préparer, qui est également très important, c'est votre apport personnel. Il faut savoir que les banques demandent en général à ce que vous apportiez des sous, des fonds propres à vous, que vous ne veniez pas simplement leur demander « tiens, j'achète une maison et puis prêtez-moi le montant de la maison, comme ça je vais pouvoir vous rembourser tranquillement ». Alors ça c'est fait il y a quelques années, mais de plus en plus, et surtout en ce moment, les banques demandent à ce que vous apportiez au moins un apport personnel qui corresponde aux frais annexes. Alors je m'explique, les frais annexes, c'est très simple, ce sont les frais de notaire, les frais de garantie type caution ou hypothèque, et également les frais de dossier bancaire. Tout cela, je pourrais vous en parler plus tard, évidemment vous détailler de quoi il s'agit, mais sachez que ça représente environ 8% du prix d'achat du bien qui est affiché dans les annonces immobilières, sur les sites internet ou dans les agences immobilières. Alors aujourd'hui, les banques sont également exigeantes sur l'épargne de précaution, c'est-à-dire vous apportez votre apport, c'est très très bien, mais combien il vous reste d'argent après avoir acheté votre bien? Et elles sont très attentives à ce qu'il vous reste un petit pécule pour pouvoir faire face en cas d'imprévu. Enfin, en ce moment, on a une conjoncture qui, encore une fois, est un petit peu plus durcie, et sachez qu'il peut également avoir des banques qui demandent 10% en plus des frais de notaire. Mais rassurez-vous, vous avez encore énormément de chances d'obtenir votre crédit, au moins en apportant les frais annexes et de financer le prix d'achat principal. Alors le troisième point à surveiller comme le lait sur le feu, c'est la gestion de vos comptes courants bancaires. Il faut savoir que les banques vont vous demander les 3 derniers mois de tous vos relevés de compte bancaires de chaque banque. En gros, elles vont éplucher vos comptes sur les 3 derniers mois et elles vont s'assurer que vous avez une gestion sérieuse avec peu de découverts, voire pas du tout, au contraire. Si vous arrivez à mettre un peu de sous de côté, est-ce que vous avez des crédits dessus? Et surtout, elles préfèrent la gestion écureuil plutôt que cigale. Donc faites bien attention si vous avez un projet immobilier qui s'annonce, à faire en sorte d'alléger un petit peu vos dépenses et de montrer que vous êtes un candidat très sérieux à l'emprunt. Alors le quatrième point à vérifier, il s'agit du taux d'endettement. Le taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% de vos revenus pour que votre dossier puisse être accepté par les banques. Le taux d'endettement, comment ça se calcule? Vous voyez sur cette image, vous avez une situation avec d'un côté les revenus et de l'autre côté les charges. Les revenus, ce sont les salaires, par exemple le salaire de monsieur, le salaire de madame, 2500 € chacun, pour un total de 5000 €. De l'autre côté, les charges, ils ont un crédit conso, tous les mois ils remboursent 150 € et ils sollicitent un prêt immobilier qui va être de 1000 € par mois. Donc le total de leurs charges sera de 1150 €. Comment ça se calcule? C'est très simple, il suffit de faire la division entre les charges et les revenus.
1150 € divisé par 5000 donne 23% de taux d'endettement. À ce moment-là, ce ménage peut accéder à la propriété. Le cinquième point, c'est plutôt un conseil. En fait, il s'agit d'éviter les crédits à la consommation ou les crédits revolving. Tout simplement parce que si vous multipliez ces petits crédits à la consommation, vous allez montrer en fait aux banques un profil consommateur de crédit qui risque de les inquiéter pour le remboursement de votre crédit immobilier. Donc mon conseil en fait, ce serait de préparer votre projet et de faire en sorte de rembourser ces petits prêts par anticipation de façon à ce qu'au moment où vous aurez un projet immobilier, vous aurez des relevés de compte sans aucun prêt. On aura la sensation que vous avez pu préparer votre projet et que vous pourrez assumer facilement vos prochaines mensualités. D'autant plus que le fait de solder ces crédits, ça va vous permettre d'emprunter beaucoup plus. En effet, ces crédits représentent, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image, ça représente une charge qui va limiter votre capacité d'emprunt. Alors que sans ces charges, vous allez pouvoir avoir une mensualité plus importante et pouvoir accéder aux biens de vos rêves. Alors bien sûr, on n'a pas le temps d'évoquer tous les points et les astuces pour son crédit immobilier, c'est d'ailleurs un métier à temps complet. En revanche, vous pouvez laisser vos commentaires directement sous la vidéo et puis on se fera un plaisir de pouvoir vous renseigner. Vous pouvez également liker cette vidéo et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt parce qu'on va aborder plein d'autres thèmes sur le crédit immobilier, donc restez abonnés à la chaîne et puis préparez bien votre projet.